Bien, alors, on m'a demandé de faire une intervention sur les évolutions du métier de transcripteur-adaptateur au service d'élèves déficients visuels. Donc, je suis directeur depuis maintenant un petit peu plus d'un an d'un centre ressources qui est basé à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Un centre ressources qui effectue en particulier, entre autres missions, l'ensemble des transcriptions nécessaires, transcriptions et adaptations, pour à peu près 460 jeunes sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Donc je vais essayer de vous donner quelques éléments de contexte, à la fois sur la question de la scolarisation, sur le public pour qui on travaille, et puis les questions que l'on se pose sur la question de la production de documents adaptés. Et puis j'ai essayé de lister un certain nombre de points qui me paraissent être des points d'amélioration, d'augmentation de la production, d'amélioration de la qualité de la production. Donc on va essayer de regarder ça un petit peu ensemble. Alors d'abord, quelques repères de contexte. Nigal a posé aussi parfois des éléments de contexte sur le temps, sur l'évolution dans le temps de la question de l'accessibilité. Sur la question de la scolarisation, il y a des évolutions législatives et réglementaires qui ont été importantes sur les 15-20 dernières années, que ce soit avec les programmes Handiscol il y a une quinzaine d'années, et puis la loi de 2005, avec en particulier l'article 19, qui pose un cadre sur la question de la scolarisation des élèves en situation de handicap. La loi de 2005 instaure comme priorité la scolarisation en secteur ordinaire, en classe de proximité pour les élèves déficients visuels. Donc le premier point, c'est vraiment ça, c'est cette scolarisation souvent souhaitée au plus près du domicile pour les élèves déficients visuels. En parallèle, sur la région Rhône-Alpes, avant 2005, il existait sur la région Rhône-Alpes, enfin il existe toujours, une cité scolaire qui s'appelle la cité scolaire René Pelé, qui était le lieu de scolarisation des élèves déficients visuels pour l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Donc, quand un élève avait besoin d'un accompagnement, d'une scolarisation qui nécessitait l'apprentissage du braille, qui nécessitait des techniques adaptées, il n'y avait pas d'autre possibilité sur la région Rhône-Alpes qu'une scolarisation avec un internat sur Lyon. Toujours en 2005, il y a eu une réflexion qui a été menée sur la région et la création d'un réseau, le réseau SARADV, soins et accompagnement en Rhône-Alpes pour la déficience visuelle, qui rassemble des services médico-sociaux, et en particulier donc un centre d'accompagnement pour les 0-6 ans, 6 services d'accompagnement pour les 6-20 ans, et le centre ressources, le CTRDV, que je dirige. Et donc le CTRDV, dans ce cadre-là, a pour mission d'accompagner l'ensemble des services qui sont répartis sur toute la région Rhône-Alpes. Plus particulièrement sur la question de la transcription, donc une des missions du centre ressources, nous avons une équipe de 8 transcripteurs au sein de l'équipe, dont 6 ont suivi la formation proposée par la FISAF, formation de transcripteurs adaptateurs de documents. Ces 8 transcripteurs ont des formations initiales très diverses, peu techniques, et n'ont pas forcément la compréhension ou les outils techniques sur tout ce dont on peut parler aujourd'hui, la maîtrise des nouveaux fichiers, la maîtrise des nouvelles technologies. On a à côté de ce service un service de reprographie et une bibliographie qui interviennent aussi pour la fourniture de livres agrandis. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'ouvrages sont photocopiés en format A3 avec des photocopies laser couleur pour pouvoir fournir des livres agrandis pour certains élèves malvoyants. Et donc dans ce cadre-là, le service de repro peut intervenir pour le besoin de certains élèves. Et la bibliothèque fournit à nouveau les ouvrages des années suivantes quand ils sont revenus, quand les élèves des années précédentes nous les ont rendus. C'est un travail, le travail du service de transcription s'appuie essentiellement sur l'utilisation de logiciels très classiques, Word, DBT, des logiciels de reconnaissance de caractère, pour les ouvrages et pour récupérer le texte. Et puis pour les dessins assistés par ordinateur et les dessins en relief, on travaille avec Illustrator à base on vectorise en fait les illustrations, ce qui nous permet de faciliter le travail ensuite d'adaptation. Et puis on a une base d'illustration qui avait été faite auparavant sous Visio, qui est un logiciel de dessin aussi, et donc on continue d'utiliser parfois Visio pour réadapter certaines de ces illustrations. Alors pour qui on travaille? Donc je vous l'ai dit, on accompagne en fait les jeunes de la région Rhône-Alpes
on a 460 jeunes qui sont identifiés, qui sont accompagnés par les services. Donc la production qu'on fait, nous, est très orientée scolaire, livres scolaires essentiellement, quelques ouvrages de loisirs. On a des élèves qui peuvent aller du CP au BTS, en passant bien entendu par le collège, le lycée professionnel, avec la diversité de matières qui peuvent exister, que ce soit les différentes langues étrangères, que ce soit des matières scientifiques et les différentes options, en particulier en lycée professionnel. Pour vous donner un petit ordre d'idée aussi, pour un élève, en fonction bien sûr de son niveau, il faut compter entre 8 et 12 livres scolaires. Et du fait de la liberté pédagogique des enseignants, on a très peu d'ouvrages communs entre élèves. Sur les 460 élèves que l'on accompagne, il est extrêmement rare que l'on puisse travailler sur le même ouvrage pour plus de 2 ou 3 élèves en même temps. Donc sur ces 460 élèves, on a à peu près 200 de ces élèves pour qui on fournit, quand ils en font la demande, des reproductions en photocopie laser couleur agrandie. Et ensuite, pour 140, 150 élèves, nous produisons des documents en braille, donc papier numérique, et on a une petite production en caractère arrondi, une petite production qu'on souhaite diffuser, développer. Aussi quelques éléments chiffrés sur notre production. On a fait à peu près 45 000 pages en 2012, dont à peu près 15 500 pages en braille papier, 18 300 en numérique. On a fait à peu près 3 500 pages en dessin, que ce soit du dessin en relief ou du dessin adapté. Et on a à peu près 8 000 pages de produits en caractère agrandi. Donc on a une production qui est, je l'ai déjà dit, fondée essentiellement sur du livre scolaire, avec des ratios texte-image importants et des mises en page qui sont parfois complexes. Alors, qu'est-ce qu'un livre scolaire ? Donc, je vous ai mis à l'écran une double page qui est tirée du livre Histoire terminale, donc ESCL. Donc c'est chez Magnard, programme 2012. Donc le livre fait à peu près 380 pages. Il y a en moyenne 4 à 5 illustrations par double page. Des illustrations qui peuvent être des frises, des photos, des cartes. Donc sur le livre total, il y a 800 illustrations. Donc une mise en page qui peut être chargée. Donc sur cette double page, on voit par exemple qu'il y a un titre, le XXe siècle, siècle américain. Il y a une citation en chapeau de Kennedy. Il y a une photo en illustration, on voit Kennedy qui fait un discours d'investiture. Il y a une frise temporelle de 1917 à 2010 avec les différentes dates importantes pour les États-Unis et en particulier les différentes guerres auxquelles les États-Unis ont participé. Il y a 5 paragraphes qui représentent des événements et des périodes précises qui sont illustrés eux-mêmes par 6 photos avec des légendes. Voilà, on a après une disposition sur l'ensemble de la page. Si on fait un calcul rapide entre la présentation que je vous ai faite de cet ouvrage, donc 360 pages, et notre production initiale, on voit bien que le compte n'y est pas, et que même si on souhaitait travailler sur l'ensemble produire en fait des livres en caractère agrandi pour l'ensemble des élèves malvoyants, on ne pourrait pas répondre aux besoins de tous les élèves déficients visuels de la région Rhône-Alpes. L'ensemble des ouvrages scolaires nécessaires à un élève malvoyant terminal à lui seul pour une année scolaire représente plus de 3000 pages initiales, donc à peu près 4500 à 5000 pages à produire une fois l'adaptation réalisée, et à peu près 2500 à 3000 dessins adaptés. Ce qu'il faut noter de plus, c'est que les programmes scolaires sont vite obsolètes. Les livres, les manuels scolaires, au bout de 3 à 4 ans, sont obsolètes. Voilà. Et puis des probabilités que les adaptations produites puissent être utilisées par d'autres élèves déficients visuels sont faibles du fait de cette obsolescence rapide. Voilà, avec l'organisation de notre centre, on ne peut pas répondre à l'ensemble aux attentes de l'ensemble des élèves que nous accompagnons. Alors, il est rare que les enseignants nous demandent la totalité de l'adaptation des ouvrages scolaires. Donc aujourd'hui, on répond en faisant des adaptations partielles et en essayant de fixer des contraintes en termes de délai, c'est-à-dire qu'on leur demande d'anticiper le plus possible pour qu'on ait le temps d'adapter qu'on ait le plus de temps possible pour adapter les documents. Alors comment faire autrement et mieux ? La réponse pour nous, elle n'est pas d'augmenter la taille de notre équipe de transcripteurs, elle est plus d'augmenter la productivité globale de l'ensemble des transcripteurs en France.
Et en particulier, donc, je vais évoquer quatre facteurs, 4 points qui me paraissent importants. Le premier, rapprocher le métier de transcripteur des compétences professionnelles issues du monde de l'édition. Et en particulier, privilégier les logiciels métiers que sont Illustrator, InDesign, Express, qui permettent d'exploiter au mieux les fichiers sources des éditeurs qui sont accessibles via Platon. Aujourd'hui, avec la loi d'exception de droit d'auteur, des centres de transcription qui ont un agrément niveau 1 peuvent accéder à des fichiers sources d'éditeurs qui, pour certains, sont fournis en format PDF, pour d'autres, sont fournis en format InDesign. Chacun de ces formats a un avantage et un inconvénient. InDesign permet de travailler directement sur les feuilles de style et de redérouler les maquettes de façon assez efficace. On peut accéder directement aussi aux fichiers sources des illustrations qui sont compris dans le livre, donc les retravailler directement sur Illustrator ou sur Photoshop éventuellement. Donc, développer l'utilisation de ces logiciels, et on a eu un exemple dans un colloque récent, l'exemple du S3AIS de Montpellier qui déroule les maquettes à partir d'InDesign. Voilà, ce sont des choses qui pourraient permettre de travailler plus facilement à partir des fichiers sources des éditeurs. Il va sans dire que les transcripteurs aujourd'hui n'ont pas de formation spécifique sur ces logiciels. Donc ça nécessite de développer la formation, d'accompagner les équipes sur l'utilisation de ces outils. Et puis, un élément lié, c'est le redimensionnement de nos infrastructures informatiques. Travailler sur un fichier source d'éditeur, c'est 3 gigas de données, c'est 3 gigas donc à récupérer, à manipuler. Donc pour des services de transcription qui ont souvent du matériel assez basique de bureautique, ce sont des choses qui sont difficiles à manipuler. Deuxième point que je voulais évoquer, c'est le développement des partenariats avec les éditeurs eux-mêmes. Donc c'est la question des fichiers sources, est-ce qu'on peut standardiser les fichiers sources qui sont communiqués par les éditeurs. Je vous ai dit, on a beaucoup de PDF, on peut avoir de l'InDesign, on peut avoir de l'Express. Est-ce qu'il est possible d'avoir une discussion, un échange avec les éditeurs pour que ce soit un petit peu le même type de format de fichier qui nous soit mis à disposition et pour qu'on puisse travailler avec de préférence un logiciel et pas forcément 2 ou 3. C'est aussi intégrer des postes de transcripteurs au sein des équipes de production des éditeurs pour que le plus en amont possible soit pris en compte la notion de l'accessibilité universelle. Tout le travail qui aurait été fait en amont sur les tailles de caractères, les mises en page qui seront plus ou moins claires, le travail sur les schémas pour qu'ils soient compréhensibles et compréhensibles pour tout le monde, hein, pour tous les élèves et pas que les élèves qui sont malvoyants. Ce sera autant de travail facilité pour les transcripteurs qui auront moins d'adaptations, moins de modifications à faire par la suite. Et puis, travailler ensemble sur la production des formats numériques. À partir du moment où un centre de transcription a travaillé sur l'adaptation d'un livre en numérique, l'éditeur pourrait récupérer le fichier produit pour éventuellement faire les éditions en livre numérique. Un point qui, pour moi, est peut-être le plus important, c'est la question de la mutualisation des productions au centre de transcription. Alors, ce sont des choses qui existent. Il y a un cadre global qui est inscrit dans la charte du CNEA, donc le Centre national d'édition adaptée, Commission nationale d'édition adaptée. Il n'empêche qu'il y a un certain nombre de zones d'ombre qui restent à lever dans cette charte. Est-ce qu'il y a une facturation ou pas entre les différents centres de transcription ? La charte n'est pas très claire là-dessus. Certains centres facturent les transcriptions qu'ils font, d'autres ne le font pas et mettent à disposition, dans un esprit de mutualisation, les transcriptions qu'ils mettent en place. Est-ce qu'il doit y avoir une réciprocité systématique pour qu'on fournisse les fichiers ? Il faudrait pouvoir proposer une évolution de la banque de données d'édition adaptée pour pouvoir partager plus efficacement les adaptations en cours de réalisation. Théoriquement, les centres de transcription doivent déclarer à la BDEA les transcriptions qu'ils démarrent. Dans la pratique, ils ne le font pas tous. Donc, il faut peut-être retravailler des outils simples pour échanger des informations entre centres de transcription et savoir en début d'année scolaire sur quels ouvrages on est susceptible de travailler et éviter que 2 transcripteurs en France fassent le même travail. Bon, il y a aussi des questions autour des harmonisations autour de l'harmonisation des pratiques d'adaptation, par exemple, quelles conventions mettre en œuvre autour du dessin en relief.
On a entre centres de transcription des productions qui sont très différentes sur les productions de DER. Et puis, c'est aussi apprendre à travailler en réseau, c'est maîtriser les techniques de gestion électronique des documents, donc tout ce qui va être classification, tout ce qui va être diffusion de ces documents. Donc, ce sont des choses que les transcripteurs doivent aussi apprendre aujourd'hui pour mettre à disposition leur contenu au plus de personnes possible. Puis le dernier point que je voulais mettre en avant, c'est répondre aux attentes grandissantes des jeunes déficients visuels en termes de support numérique. On a de plus en plus de demandes pour recevoir des fichiers numériques et dans les centres de transcription qui sont gérés par des associations, des services médico-sociaux, on n'a pas aujourd'hui les compétences pour pouvoir répondre convenablement à ces demandes. Ça nécessite de maîtriser de nouveaux formats de fichiers, dont on a parlé aussi tout au long de la journée, mais qui, pour certains transcripteurs, sont complexes à appréhender. Ça nécessite de maîtriser de nouveaux outils de production, qui soient en lien avec les fichiers sources que l'on reçoit ou avec les documents papier que l'on manipule. Ça nécessite aussi de répondre aux attentes légitimes des ayants droit sur la question de la sécurisation des fichiers. Et là aussi, gérer des dispositifs de sécurisation pour un centre de transcription qui a une échelle d'une région ou d'un département sont des choses qui sont complexes à mettre en œuvre. Il faut pouvoir apporter une réponse multiplateforme, pas que pour des PC, pour des Mac, pour des ordinateurs sur Linux, pour les nouvelles plateformes que sont les tablettes et les smartphones. Et ça nécessite d'avoir des compétences informatiques de plus en plus importantes, ce que n'ont pas forcément les transcripteurs quand ils rentrent dans ce métier. Voilà, en conclusion, adapter un document, et particulièrement un document pédagogique, c'est d'abord savoir à quoi il sert, savoir à qui il est destiné, pour tenir compte des capacités et incapacités du lecteur, comprendre la démarche pédagogique, donc travailler en lien avec l'enseignant sur ce qui va utiliser l'outil, maîtriser le braille, connaître la base vision et les techniques d'adaptation correspondantes, mais c'est aussi aujourd'hui maîtriser les techniques du champ professionnel des infographistes et des metteurs en page, qui sont du domaine de l'édition, connaître les codes et les pratiques donc, du secteur de l'édition, travailler en réseau, maîtriser la gestion électronique des documents et avoir des compétences en informatique. Merci.